Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J. Aujourd'hui, on va parler des critères qui font vraiment la différence dans le prix de vente d'un bien immobilier. Et pour y voir clair, certains chiffres peuvent surprendre, comme un balcon qui pourrait faire grimper les prix de 12%, un parking qui peut le faire baisser et un rez-de-chaussée qui reste un vrai frein dans toutes les grandes villes de France. Pour nous accompagner aujourd'hui, Casavo est avec nous, le directeur général France de Casavo. Bonjour Arthur Rollin. Bonjour Marc. Alors Arthur, on va parler de ces fameux critères qui font l'objet de notre émission. Première question, pourquoi avoir mené une étude et qu'est-ce qu'elle nous apprend, cette étude? Comment vous l'avez faite pour analyser justement les critères? Vous avez décrypté 7000 annonces. Exactement, c'est même plus que des annonces en fait, c'est des estimations qui ont été réalisées par nos équipes ou par nos outils dans les 2 et 3 dernières années. Et donc, l'objectif, c'était d'aller faire des analyses sur, justement, vous l'avez dit, les caractéristiques spécifiques de certains biens. Voilà, c'est ça. Et d'aller en sortir de la donnée qui puisse derrière servir aux vendeurs pour être capable d'estimer au mieux leurs biens, parce que vous le savez, en immobilier, on a toujours l'impression de vendre moins bien que ce qu'on devrait, et aux acheteurs de l'autre côté. Alors, un des résultats plus marquants, c'est la valorisation des biens avec terrasse ou balcon. À quel point ces extérieurs ils jouent aujourd'hui sur le prix d'un bien immobilier, notamment à Paris, Lyon, voire Marseille? Ouais, sur les grandes métropoles, pas trop de surprises, notamment depuis le Covid. On sait que les gens recherchent des extérieurs. Tout à fait. Ce qu'on a mesuré, nous, du coup, c'est l'ampleur. À Paris, c'est du plus 8%. Lorsque vous avez un balcon, typiquement, on est sur un même ordre de grandeur à Lyon, on est sur du 9-10%. Un petit peu moins à Marseille, on est plutôt sur du plus 5%, probablement parce qu'il y a de toute façon la proximité de la mer et donc quelque chose qu'on va retrouver plus simplement. Plus facilement. Mais de façon générale, c'est quelque chose qui est très valorisé et qu'on comprend, et donc pas vraiment de surprise là-dessus. Ah, par contre, dans certaines villes comme à Nantes ou à Nice, on observe des écarts qui peuvent dépasser les 10%. Est-ce que ce critère est devenu aussi finalement important que la surface ou la localisation? Alors, je pense que la localisation reste l'attribut numéro 1 lors d'une recherche immobilière. En revanche, oui, l'extérieur va vraiment faire partie, surtout en termes de valorisation, des éléments qui peuvent vraiment permettre d'aller chercher une surcote, notamment lorsque l'extérieur est distinctif. Par exemple, un balcon filant, un balcon qui offre une vue sur la mer ou sur un monument historique. Là, on va vraiment changer la catégorie du bien. Hier, on parlait d'une étude à peu près similaire à la vôtre qui mettait en avant les stations de métro. Ou de bus ou de tram, ça joue aussi sur la surcote? Alors, on ne l'a pas mesuré, la proximité. Pour être très honnête, mais oui, et vous le voyez, lorsque vous lisez une annonce, on a très souvent la distance par rapport au métro, au bus. Ce qui est important dans ces cas-là, c'est de comprendre quel va être le profil de l'acheteur. Et on a, nous, une analyse sur les parkings. On a des acheteurs qui vont avoir un besoin de se véhiculer, pour lequel le parking va être important. D'autres pour qui la distance des stations de métro va être la priorité. Justement, c'est plutôt l'inverse. On a la présence d'un parking semble parfois faire baisser la valeur du mètre carré, notamment justement dans une grande ville comme Paris ou Lyon. Exactement, parce qu'on va être dans des villes où en fait les centres urbains vont plutôt être dans des bâtiments qui sont plus anciens, pour lesquels il n'y a pas de parking, mais pour autant où le prix au mètre carré est très élevé. Là où, sur la périphérie de ces grandes villes, typiquement, on va être sur des constructions qui sont plus neuves, mais qui sont en réalité un peu moins valorisées. Donc évidemment, à édifice égal, à surface égale, l'ajout d'un parking ajoutera toujours de la valeur. Par contre, lorsqu'on prend
l'intégralité d'une ville. Ouais. Là, Ouais. on a des données Alors, assez intéressantes. Exactement. Et on voit qu'en banlieue, pour prendre le cas par exemple Tout à fait. typique de Paris, comme à Argenteuil ou à Issy-les-Moulineaux, c'est le contraire. Un parking ajoute de la valeur. Est-ce que cela montre un marché immobilier de plus en plus segmenté selon les usages des gens? Tout à fait. En fait, c'est le reflet de notre société. Là, on va être sur des villes et de notre urbanisme. On va être sur des villes où on va avoir des personnes qui ont besoin de se déplacer en voiture pour aller travailler. Et donc, dans ces cas-là, typiquement, avoir un parking, c'est une condition C'est une condition à l'achat. Voilà, c'est ça. Et ça se ressent tout à fait dans les prix. Alors, parlons rénovation. Est-ce que ce critère est devenu aussi décisif qu'un bon emplacement? Alors, aussi décisif, encore une fois, l'emplacement, on dit toujours, hein, c'est localisation, localisation, localisation. Ceci étant dit, Ouais. la rénovation, c'est évidemment important. C'est évidemment, oui. Nous, ce qu'on observe, si on prend l'ensemble de nos 10 000 données sur tout le territoire, c'est une plus-value d'environ 10% pour un bien qui aura été rénové. Ceci étant dit, il faut faire attention à quelque chose, c'est le prix des travaux. Et notamment dans les villes où le prix au mètre carré va être plus bas, investir dans des travaux qui sont à 500, 1000, parfois 1500 euros du mètre carré, Le mètre carré, ouais. on ne retombe pas toujours sur ses pattes. Donc là, il y a un vrai travail à faire avec des devis et à faire des estimations avant et après travaux pour comprendre la nécessité ou pas de réaliser ces travaux. Alors, on a un autre critère qui est souvent sous-estimé, c'est l'ascenseur. Dans certaines villes, sa présence crée un écart de prix très important. Est-ce que c'est devenu un facteur de décote quand il n'y en a pas? Tout à fait. C'est un facteur de décote, notamment parce qu'il écarte certains profils de locataires. Si vous, d'acheteurs, pardon. D'acheteurs. Si vous êtes un jeune couple qui vient d'avoir un enfant et qui veut rester citadin, avoir un ascenseur, c'est une condition sine qua non Ouais, pour pouvoir pour monter la la poussette, poussette. Je ouais. sais de quoi je parle. Si vous êtes une personne plus âgée, Plus âgé, pareil. c'est pareil. Donc en fait, ça va créer un vrai écart de prix sur ces biens-là. D'autant que ce que je disais tout à l'heure sur l'urbanisme et sur le parking ne s'applique pas parce que vous avez des très beaux immeubles haussmanniens dans lesquels on a des ascenseurs. Là, les ascenseurs. Donc on va réellement valoriser la présence d'un ascenseur, tout à fait. Alors, on a le rez-de-chaussée qui, en revanche, reste quasiment unanimement mal valorisé. Vous le mesurez dans toutes les villes. Est-ce que c'est un critère rédhibitoire ou une opportunité malgré tout à saisir? Alors on peut le voir dans les deux Dans les deux sens, sens, oui. évidemment. Ceci étant dit, en effet, on l'a vu partout, moins 4% sur Paris, moins 10% sur des villes comme Villeurbanne. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit à la fois pour de la résidence principale comme pour de l'investissement locatif. Donc nos investisseurs se projettent sur leurs futurs locataires et décotent également des achats en rez-de-chaussée. Donc l'impact, il est important et il faut dans tous les cas en tenir compte, soit dans son estimation, soit dans sa négociation si on se projette comme acquéreur. Une maison avec jardin, par rapport à une maison qui n'aurait pas de jardin, c'est pareil, il y a Je pense qu'il faut prendre un petit peu en arrière et dans toute cette étude, ce qu'il faut regarder, c'est la rareté. En fait, une maison avec jardin dans une campagne où toutes les maisons ont un jardin, oui. ce sera très peu distinctif. Ouais. Par contre, en effet, vous êtes à Paris et vous Par avez contre, vous êtes à Paris ou à Bordeaux et que vous avez la chance d'avoir un petit jardin, un tout petit, même un petit bout de... Tout à fait. Là, Voilà. c'est toute la Alors qu'il valorisation. n'y a rien autour, C'est effectivement. toute la valorisation qui C'est change ça. et ce n'est même plus juste de valoriser. Vous savez, en immobilier, on dit souvent en extérieur, c'est 30% de la valeur du mètre carré. Non, là, le bien change de En catégorie. fait, on dit aussi que dans une copro qui a 30 lots, il y a 30 prix différents. C'est vrai. C'est vrai aussi. Et c'est la complexité. Eh oui. C'est la complexité. Tiens, d'ailleurs, on va aussi donner comme ça quelques exemples à nos auditeurs, mais entre un immeuble où il y aurait, je ne sais pas moi, un bar en bas, est-ce que c'est une cote ou une décote? Un bar sera plutôt une décote. Je me mouille, une décote, nuisance sonore, etc. On voit souvent des affichages. Voilà. La boulangerie, ça fait partie des décotes, à cause du fournil, exactement. du bruit, le pressing également, odeur, fréquentation. À cause des odeurs. Tout à fait. Voilà. Librairie, galerie d'art, on est plutôt sur une cote. En fait, on est en train d'augmenter le standing. C'est ça. Et donc, forcément, on est sur une cote, en effet. Alors, vous dites que cette étude, elle peut aider, vous l'avez dit tout à l'heure, les vendeurs à mieux positionner le bien sur le marché. Est-ce que les propriétaires surestiment encore l'impact de certains équipements?
Tout à fait, et je pense que c'est naturel, c'est humain. Lorsqu'on a un bien, on a tendance à le survaloriser. Oui, parce qu'on Tout à fait. on a une histoire avec ce bien, et du coup, il est forcément Exactement. plus cher que celui du voisin. Exactement. Et il y a une autre particularité en immobilier, c'est ce distinguo entre le marché apparent, donc celui que vous voyez sur les annonces, et le marché réel, celui auquel les appartements, les biens se sont vendus. Et ça, on n'en a pas toujours conscience. On ne passe pas notre vie sur la base de données des notaires de France pour aller vérifier les vrais prix de vente. C'est notre travail de le faire. Mais donc oui, on a de façon générale toujours une surestimation de la valeur de ces biens. Alors, pour parler rapidement de Casavo, vous êtes une PropTech, voilà, mais vous avez aussi une présence humaine sur le terrain. Est-ce que ces données, elles enrichissent l'accompagnement que vous proposez aux vendeurs et aux acheteurs? Oui, en effet. Donc nous, on a une grosse centaine d'agents immobiliers un petit peu partout en France, et le but, c'est d'accompagner, que ce soit nos clients acquéreurs ou vendeurs, et ce genre de données permet de nous aider en fait, les aiguiller. Je pense que estimer un bien, ce n'est pas une science exacte, et plus on apporte de la data, de la donnée, plus on sera capable de rassurer l'acheteur et le vendeur sur le fait qu'ils sont en train de réaliser une bonne affaire au juste prix. Pour finir, Arthur Rollin, est-ce que vous avez un conseil simple et rapide à donner à ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur Radio J et qui veulent vendre leurs biens dans les prochains mois? Qu'est-ce qu'elle doit mettre en avant dans son annonce pour se démarquer, tiens? Eh ben, mon conseil, c'est identifier votre cible. Parce que selon votre cible, ce que vous allez vouloir mettre en avant ou pas mettre en avant va être très différent. Donc, selon ce que vous vendez, identifier quel sera, en marketing, on dit le persona de la personne qui sera acheteur, et derrière, rédiger une annonce qui puisse parler à ces personnes-là. Merci beaucoup Arthur Rollin pour ces éclairages. On retient une chose, les détails font toute la différence, et mieux connaître les attentes du marché, c'est aussi vendre mieux et plus vite. On marque une pause, le temps de découvrir l'info du jour. L'info du jour vous est présentée avec le concours du site goflint.fr. Goflint.fr, première plateforme de dépose d'annonces gratuite et de mise en relation dédiée à la recherche de biens immobiliers. Goflint.fr. Et cette info du jour, elle nous amène en Corse du Sud, à Bonifacio, où 2 maisons situées sur une falaise sont interdites d'accès. Leurs propriétaires n'ont plus le droit d'y habiter car la zone est jugée à risque, même si le danger n'est pas forcément immédiat. Ils dénoncent une décision injuste, d'autant qu'ils doivent continuer à payer les charges sans toucher la moindre indemnisation. Le tribunal administratif leur avait donné d'abord raison, mais la Cour d'appel de Marseille vient de trancher. L'arrêté préfectoral est maintenu. Les maisons doivent être évacuées d'ici l'été. Les propriétaires, eux, envisagent un dernier recours devant le Conseil d'État. L'info du jour vous a été présentée avec le concours du site goflint.fr. Le monde de l'immobilier est une jungle. Trouvez votre nid parmi plus de 400 000 annonces quotidiennes de goflint.fr. Goflint.fr. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on est de retour dans le Club Imo, et tout de suite on va prendre l'avion pour partir à Playa del Carmen au Mexique, retrouver notre ami David Reña, fondateur d'Helios Premium Immobilier. Hola David, ¿cómo estás? Hola Marc, hola, estoy bien. Ouais, mais gracias. Alors mon ami David, tout le monde sait que Donald Trump a réinstaurer des droits de douane. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est alors, comment vous appelez ça chez vous, un arancel, et pourquoi Trump veut-il le réinstaurer? C'est quoi d'ailleurs ce mot barbare là, en tout cas pas français? Non, alors c'est pas français du tout. En fait, non, ça veut simplement dire tarif, et effectivement, dans ce cas, ça s'applique aux tarifs douaniers. Oui, le tarif avec les droits douaniers. Voilà. Ouais. Tout à fait. Donc là, c'est une taxe sur les produits importés que le président Trump, depuis le début de son 2e mandat, propose à ses partenaires mexicains et canadiens à hauteur de 25%. Alors l'objectif officiel, évidemment, est de protéger l'industrie américaine. Dans les faits, cela risque surtout de déstabiliser les chaînes de production sur tout le nord de l'Amérique, puisqu'elles reposent sur une très forte intégration, notamment grâce au TIMEC. Alors, pourquoi est-ce que le Mexique il est particulièrement concerné? Alors, tout simplement parce que c'est le premier partenaire commercial des États-Unis devant la Chine.
En 2024, le Mexique a exporté plus de 400 milliards de dollars de marchandises vers les États-Unis, essentiellement des biens manufacturés. 8 produits sur 10 qui sont fabriqués au Mexique partent vers les États-Unis et le Canada. Ouais. Et si le pays attire beaucoup d'investissements, il dépend évidemment encore très largement du bon fonctionnement du TIMEC. Alors, le TIMEC, c'est quoi justement concrètement? Alors le TIMEC, Le c'est le nouveau traité T-MEC, MEC. Ouais. Oui, tout à TIMEC, fait, ouais, tout en à français. fait. Voilà, le TMEC en bon français. C'est donc le nouveau traité de libre-échange en fait entre le Mexique, les États-Unis et le Canada, qui a remplacé l'ALENA finalement. Il est rentré en vigueur en 2020 et l'idée c'était de garantir entre ces trois pays un commerce fluide, justement sans droit de douane et qui intègre des chapitres sur beaucoup de choses, l'environnement, les salaires, la lutte contre la corruption, le commerce électronique. Et c'est vraiment aujourd'hui la colonne vertébrale de l'économie exportatrice mexicaine. Alors, David, quels sont les secteurs qui risquent d'être les plus touchés par les nouveaux tarifs? Alors, il y en a beaucoup, puisque le Mexique est un gros pays industriel et exportateur. Donc, on a en priorité l'automobile, l'électronique, l'aéronautique, mais également les équipements médicaux, puisque c'est un gros morceau ici. Mais des groupes comme par exemple General Motors, Ford, Toyota fabriquent ici au Mexique. Ils ont de très grosses usines. Et donc, ils seraient fatalement impactés du côté américain, car leur coût de production exploserait. Est-ce que ces tarifs pourraient finalement remettre en cause le fameux TMEC? Alors officiellement non, parce que c'est un traité qui a mis du temps quand même à se signer, parce qu'il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. Donc le traité reste en vigueur. En fait, de la part du président Trump, c'est plus un effet d'annonce. Mais dans les faits, ça fragilise évidemment la crédibilité de ce traité, puisqu'à partir du moment où vous signez un traité et qu'un des partenaires commence à déroger au traité et impose unilatéralement des barrières ou de nouvelles conditions, ça envoie un signal de méfiance aux investisseurs et aux entreprises. David, quel est le poids du TMEC aujourd'hui dans l'économie mexicaine? C'est énorme. Aujourd'hui, les exportations vers les États-Unis, ça représente plus de 30% du PIB mexicain. Donc le commerce avec les USA soutient à lui tout seul un tiers de l'économie mexicaine. Donc vous imaginez bien que sans ce pilier, on s'expose à un choc quand même brutal avec un très fort risque de récession. Et du coup, quels seraient les risques, les conséquences concrètes pour les Mexicains? Alors, ce serait d'une manière générale une fragilisation globale de l'industrie manufacturière qui est très importante ici, des pertes d'emplois, une très forte baisse des exportations, une dépréciation de la monnaie nationale, une hausse des prix importés, etc. Donc vraiment, on serait sur quelque chose qui serait très compliqué, à la fois pour les classes moyennes et les PME. Oui, ça j'imagine. Et est-ce que cette politique protectionniste de Trump, elle pourrait toucher l'ensemble du Mexique ou certains territoires seraient un peu épargnés? Je pense par exemple à votre territoire du côté de la Riviera Maya. Oui, alors effectivement. Non, alors les mesures douanières toucheraient principalement les États qui sont très industrialisés et qui sont concentrés dans le nord du pays. Par exemple, Monterrey, Tijuana, Ciudad Juárez. Donc là, vous avez des très grandes usines d'assemblage et les chaînes d'exportation logistique. Donc là, c'est vraiment ce tissu industriel qui serait très fragilisé par une hausse des tarifs douaniers. De notre côté, on est vraiment complètement dans le sud du Mexique, donc cela ne remet pas en question le dynamisme de la Riviera Maya. Nous, on repose sur des choses extrêmement différentes. C'est plutôt le tourisme, les investissements internationaux et un marché immobilier qui est en très forte croissance, notamment sur le haut de gamme. Donc, on serait quand même relativement épargné. Alors, tout ce tumulte, ce bruit qu'on a entendu venant des États-Unis début avril, comment vous l'avez vécu, vous, au Mexique? Racontez-nous. Alors, au quotidien, honnêtement, on ne sent pas grand-chose. D'accord. Encore une fois, nous, on est une région vraiment du sud, donc on est moins touché que les régions du nord. Mais globalement, ce qui est ressorti, c'est qu'on sent que le président Trump est vraiment dans un effet d'annonce, plutôt dans l'idée de négocier des nouvelles choses, plutôt que vraiment vouloir appuyer sur la tête du Mexique. On repousse de mois en mois, en fait, les 25% sont repoussés. Alors, David, on a appris aux États-Unis par nos amis correspondants là-bas, notamment Michael Wiesenfeld qui nous en parlait la semaine dernière, que finalement, les investisseurs français, ils ont été un peu échaudés, parce qu'ils ont entendu, ils retardent leurs investissements, certains ne partent pas en vacances là-bas, enfin, ils se retirent un peu des États-Unis. Est-ce que c'est plutôt un bon plan pour vous au Mexique?
De notre côté, nous, il y a un vrai effet de rééquilibrage, puisque effectivement, on a tout à fait la possibilité de trouver des opportunités. Alors globalement, les Français qui achètent ici sont toujours très très longs. On n'est pas du tout dans le schéma canadien, où par exemple les Canadiens qui viennent très facilement en vacances ici, plusieurs mois, achètent très facilement, très rapidement. On est dans un climat et un état d'esprit très français où de toute façon il faut beaucoup de temps avant qu'un investisseur se décide à acheter ici. Donc je dirais qu'on n'a pas vraiment ressenti un impact par rapport à ces nouvelles mesures. Donc Voilà, vous il êtes faut plutôt expliquer, confiant, mais c'est tout. vous êtes plutôt Ouais. confiant dans aujourd'hui. Vous êtes- Oui, de toute façon, sur le Hmm. moyen terme, on est extrêmement confiant. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bon, un petit bien à nous proposer là, puisqu'on a encore quelques secondes devant nous, à Playa del Si on a Carmen. quelques secondes. Bien sûr. Alors là, on va quitter Playa del Carmen, on va aller sur Tulum, puisqu'on a de très chouettes appartements, des petites surfaces, hein, puisqu'on est plutôt sur du produit d'appel entre 100 et 150 000 euros. Mais dans un secteur qui est extrêmement attractif, puisqu'en plus on a un aéroport international depuis cette année et puis un certain nombre de choses qui vont se mettre en place. Donc voilà, c'est vraiment des produits d'appel qui peuvent être très très sympas pour découvrir le Mexique et commencer à s'y baser. Donc Tulum, je suppose qu'il fait très beau là-bas, les gens ont plutôt le bon moral. Oui, Tulum, c'est l'un des centres mondiaux du bien-être. Mais vous Donc, savez je que pense que vous David, cet été, on va certainement vous appeler parce que on va faire une émission d'été, hein, on peut l'annoncer aujourd'hui. Le Club IMO va se poursuivre cet été et on fera un tour à Tulum. Et j'espère que vous serez notre guide ce jour-là. Alors, je pourrais facilement vous guider, c'est un endroit que je connais plutôt bien. Avec Tiens, grand plaisir. dernière question qui me vient de la régie. Serge, à la régie, me demande est-ce que les Américains continuent à investir à Playa del Carmen? Continuent Oui. encore plus? Oui, vous avez toujours cet effet d'investissement et notamment plus vous avez d'Américains qui patinent au niveau du pouvoir d'achat aux États-Unis même, Ouais. plus en fait ils se délocalisent au Mexique. Et ici, c'est quand même une belle région pour investir. On vous comprend. Merci beaucoup, David Regna, fondateur d'Helios Premium Immobilier. C'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans le Club IMO. Voilà, le Club IMO, c'est terminé pour cette semaine. Je vous retrouve avec grand plaisir lundi prochain, dès 16h05, toujours sur Radio J. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club IMO Radio J vous a été présenté avec le concours de monsieurhugo.com. Avec monsieurhugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. monsieurhugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. monsieurhugo.com